touche aujourd'hui. Voilà. Eh bien, ça me fait très plaisir de vous voir tous ici. Hein. J'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire encore si votre téléphone sonne, c'est pas grave. Hein. Au bout du couloir, vous trouverez une sortie de secours et sous vos sièges, des gilets de sauvetage. Bon, on va pouvoir commencer. Non, pardon, j'ai encore un truc à dire. J'aimerais vous poser une question. Qui parmi vous n'a jamais eu peur d'avoir un enfant anormal? Je sais pas, handicapé, surdoué à la rigueur, trisomique. Que celles et ceux parmi vous qui n'ont jamais eu peur d'avoir un enfant anormal lèvent la main. Tout le monde y pense, hein. Comme on pense à une catastrophe, comme on pense à la fin du monde. Quelque chose qui n'arrive qu'une fois. Ben moi, j'ai eu 2 fins du monde. Cher Mathieu, cher Thomas, quand vous étiez petit, j'ai eu parfois la tentation, à Noël, de vous offrir un livre. Un Tintin, par exemple. On aurait pu en parler ensemble après. Je connais bien Tintin, je les ai tous lus plusieurs fois. Je l'ai jamais fait. C'était pas la peine. Vous saviez pas lire. Ils sauront jamais lire. Jusqu'à la fin, vos cadeaux de Noël seront des cubes ou des petites voitures. Maintenant que toi, Mathieu, tu es parti chercher ton ballon tout seul, dans un endroit où on pourra plus t'aider à le récupérer. Et maintenant que toi, Thomas, tu es toujours sur la terre, mais tu as la tête de plus en plus dans les nuages, j'aimerais quand même vous offrir quelque chose d'autre. Quelque chose de spécial. Pour qu'on vous oublie pas. Pour que vous soyez pas qu'une photo sur une carte d'invalidité. Pour dire des choses que j'ai jamais dites. Des remords peut-être. J'ai pas été un très bon père. Souvent je vous supportais pas. Vous étiez difficile à aimer. Avec eux, il fallait une patience d'ange et je suis pas un ange. Vous dire aussi que je regrette. Je regrette qu'on n'ait pas pu être heureux ensemble. Et peut-être aussi vous demander pardon de vous avoir loupé. Voilà, on n'a pas eu de chance, vous et nous. C'est tombé du ciel, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça une tuile. Bon, j'arrête de me plaindre. Voilà. Quand on parle des enfants handicapés, on prend un air de circonstance, comme quand on parle d'une catastrophe. Et ben pour une fois, j'aimerais parler de mes enfants avec le sourire. Ils m'ont fait rire, souvent. Et pas toujours involontairement. Et puis grâce à eux, j'ai eu des avantages sur les parents d'enfants normaux. J'ai pas eu à me soucier de leurs études, ni de leur orientation professionnelle. Pas eu à hésiter entre filière scientifique et filière littéraire. Pas eu à m'inquiéter de ce qu'ils feraient plus tard. On a su rapidement que ce serait rien. Et surtout, pendant de nombreuses années, j'ai bénéficié d'une vignette automobile gratuite. Grâce à eux, j'ai pu rouler dans des grosses voitures américaines. Depuis qu'il est monté dans la Camaro, Thomas, 10 ans, répète comme toujours « Où on va, papa ?» Au début, je réponds « On va à la maison ». 1 minute après, avec la même candeur, il repose la même question, il n'imprime pas. Au 10e « Où on va, papa ?» Je réponds plus. Je sais plus très bien où on va, mon pauvre Thomas. On va à volo, on va droit dans le mur. Un enfant handicapé, puis 2, pourquoi pas 3 ? Je m'attendais pas à ça. Où on va, papa ? On va prendre l'autoroute à contresens. On va en Alaska. On va caresser les ours, on se fera dévorer. On va aux champignons, on va cueillir des amanites phalloïdes et on fera une bonne omelette. On va à la piscine, on va plonger depuis le grand plongeoir dans le bassin où il n'y a pas d'eau. On va aller à la mer, on va au Mont Saint-Michel, on ira se promener dans les sables mouvants, on va s'enliser, on ira en enfer. Imperturbable, Thomas continue. Peut-être qu'il va améliorer son corps. Au bout de la 100e fois, ça devient vraiment irrésistible. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Thomas est le roi
du running gag. Papa, 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 laisse tes papa, 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 laisse papa. Mathieu. Quand on regarde un nouveau-né, on est admiratif. Comme c'est bien fait. On regarde ses toutes petites mains, on compte ses doigts minuscules, il y en a 5. À chaque main. Même chose à chaque pied. On est sidéré. Pas 4, pas 6, non. Juste 5. C'est chaque fois un miracle. Et je parle pas de l'intérieur, encore plus compliqué. Faire un enfant, c'est un risque à courir. On gagne pas à tous les coups. Pourtant, on continue à en faire. Chaque seconde sur Terre, une femme met un enfant au monde. Faut absolument la retrouver et lui dire d'arrêter ça. J'oublierai jamais le premier médecin qui a eu le courage de nous annoncer que Mathieu était définitivement anormal. Il s'appelait le professeur Fontaine. Alors, Fournier, Mathieu, oui. Oui. Ah, il faut pas se faire d'illusions, hein. Mathieu est en retard. Il sera toujours en retard. Oui, là, il n'y a rien à faire, hein. Oui. Oui, il est handicapé physiquement et mentalement. Cette nuit-là, on n'a pas très bien dormi. Je me souviens d'avoir fait des cauchemars. Jusque-là, les diagnostics étaient flous. Mathieu était en retard, oui, mais c'était seulement physique, il n'avait pas de problème mental. Beaucoup de parents et d'amis essayaient de nous rassurer, souvent maladroitement. Chaque fois qu'ils le voyaient, ils disaient « Oh, c'est étonnant les progrès qu'il fait !» Et moi, je me souviens leur avoir dit que j'étais étonné des progrès qu'il faisait pas. Mathieu était mou. Il n'arrivait pas à tenir sa tête droite comme si son cou était en caoutchouc. Les enfants des autres se redressaient pour réclamer à manger. Mathieu, il n'avait jamais faim. Il restait tout le temps allongé. Il fallait une patience d'ange pour le faire manger. Et souvent, il vomissait sur l'ange. Si un enfant qui naît, c'est un miracle, un enfant handicapé, c'est un miracle à l'envers. Le pauvre Mathieu, il ne voyait pas bien clair. Il avait les os fragiles, les pieds tordus. Il est devenu très vite bossu. Il avait des cheveux hirsutes. Il n'était pas beau. Mais surtout, il était triste. C'était difficile de le faire rire. Oh là là, Mathieu. Oh là là, Mathieu. Parfois, il avait des crises de larmes déchirantes, comme s'il souffrait atrocement de rien pouvoir nous dire. On a toujours eu l'impression qu'il se rendait compte de son état. Il devait penser, si j'aurais su, j'aurais pas venu. On aurait bien voulu le défendre contre le sort qui s'était acharné sur lui. Le plus terrible, c'est qu'on pouvait rien. On pouvait pas le consoler, on pouvait pas lui dire qu'on l'aimait comme il était. On nous avait dit qu'il était sourd. Quand je pense que je suis l'auteur de ces jours, des jours terribles qu'il a passés sur Terre, que c'est moi qui les fait venir, j'ai envie de lui demander pardon.
fait souvent vroom vroom avec sa bouche. Il se prend pour une automobile. Ce soir, il fait les 24 heures du Mans. Il va rouler toute la nuit sans pot d'échappement. Inutile de lui demander de couper son moteur, hein, c'est impossible de le raisonner. Demain, je dois me lever tôt, j'arrive pas à dormir. Il me vient parfois dans la tête des idées terribles. J'ai envie de le jeter par la fenêtre. Mais ça servirait à rien, on est au rez-de-chaussée, on continuerait à l'entendre. Alors je me console en me disant que les enfants normaux aussi empêchent leurs parents de dormir. Bien fait pour eux. À quoi reconnaît-on un enfant anormal? Il ressemble à un enfant flou, déformé, comme si on le regardait à travers un verre dépoli. Il n'y a pas de verre dépoli. Il ne sera jamais net. Étonnant, non? Et maintenant, une courte page culture. Mathieu n'a pas beaucoup de distractions. Il ne regarde pas la télévision, il n'a pas eu besoin d'elle pour être handicapé mental. Évidemment, il ne lit pas. Une seule chose a l'air de le rendre un peu heureux, c'est la musique. Quand il en entend, il tape sur son ballon comme sur un tambour en mesure. Son ballon tient une grande place dans sa vie. Il passe son temps à l'envoyer dans un endroit où il sait qu'il ne peut pas le récupérer tout seul. Il vient alors nous chercher, il nous conduit par la main à l'endroit où il l'a jeté, on récupère le ballon, on le lui donne. 5 minutes après, il a de nouveau jeté son ballon. Il est capable de répéter le même manège des dizaines de fois dans la journée. C'est sans doute la seule façon qu'il a trouvé de créer un lien avec nous, pour qu'on le prenne par la main. Thomas. 2 ans plus tard, ma femme est de nouveau enceinte. La vie est belle. C'est bientôt l'été, les arbres sont en fleurs. Il va arriver en même temps que les abricots. On attend avec impatience et un peu d'inquiétude. Ma femme est certainement inquiète. Pour pas m'angoisser, elle n'ose pas le dire. Évidemment, moi, j'ose. Je suis incapable de garder mes angoisses pour moi seul. Il faut que je partage. J'ai pas pu m'empêcher. Excuse-moi. Imagine que celui-là aussi soit pas normal. Je voulais pas seulement mettre de l'ambiance, hein. Plutôt me rassurer et conjurer le sort. Je pense bien que ça arrivera pas une deuxième fois. Je sais que qui aime bien châtie bien, mais je pense pas que Dieu m'aime autant. Je suis égocentrique, mais pas à ce point. Et puis pour Mathieu, il devait s'agir d'un accident. Et un accident, ça n'arrive qu'une fois. En principe, ça se répète pas. Puis il paraît que les malheurs arrivent à ceux qui s'y attendent pas, à ceux qui n'y pensent pas. Alors pour que ça n'arrive pas, il faut qu'on y pense. Alors on y a pensé. Thomas vient de naître, 2 ans après Mathieu. Il est magnifique, blond avec des yeux noirs. Il sourit toujours. C'est un objet précieux et fragile. Avec ses cheveux blonds, il ressemble à un petit ange de Botticelli. Je me lasse pas de le prendre dans mes bras, de le cajoler, de le tripoter, jouer avec lui, de le faire rire. Je me rappelle d'avoir confié à des amis que cette fois-ci, je me rendais compte de ce que c'était d'avoir un enfant normal. J'étais optimiste un peu vite. Thomas est fragile. Il est souvent malade. On a été obligé de l'hospitaliser plusieurs fois. Un jour, le professeur Fontaine a eu le courage de nous dire la vérité.
Thomas est lui aussi handicapé comme son frère. Voilà. Les choses rentrent dans l'ordre. Thomas va ressembler de plus en plus à son frère. C'est ma deuxième fin du monde. Avec moi, la nature a eu la main lourde. Même TF1, pour rendre le héros bouleversant et faire pleurer dans les chaumières, n'oserait pas mettre ce genre de situation dans un téléfilm. Par peur d'en faire trop, de pas être pris au sérieux et finalement de faire rire. La nature m'a donné le rôle-titre du père admirable. Est-ce que j'ai le physique du rôle? Est-ce que je vais être admirable? Je vais faire pleurer ou je vais faire rire? Un père d'enfant handicapé doit avoir une tête d'enterrement. Il doit porter sa croix, avec un masque de douleur. Pas question de mettre un nez rouge pour faire rire. Il n'a plus le droit de rire, ce serait du plus parfait mauvais goût. Quand il a 2 enfants handicapés, c'est multiplié par 2, il doit avoir l'air 2 fois plus malheureux. Quand on n'a pas eu de chance, il faut avoir le physique de l'emploi. Bah oui, prendre l'air malheureux, c'est une question de savoir-vivre. Bon, j'ai souvent manqué de savoir-vivre. Hein. Je me souviens d'avoir demandé au médecin-chef de l'Institut médico-pédagogique où Mathieu et Thomas ont finalement été placés, un entretien. Puis je lui ai fait part de mes inquiétudes. Je me demande parfois si Mathieu et Thomas sont totalement normaux. Il n'a pas trouvé ça drôle. Ben, il avait raison, c'était pas drôle. Hein. Mais il n'avait pas compris que c'était la seule façon que j'avais trouvé de garder la tête hors de l'eau. Comme Cyrano de Bergerac, qui choisissait de se moquer lui-même de son nez, je me moque moi-même de mes enfants. C'est mon privilège de père. J'ai été invité dans une émission de télévision pour témoigner. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue encore une fois cette semaine sur le plateau de J'ai mal à ma vie. Et nous avons l'agréable plaisir d'avoir avec nous ici ce soir et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement Monsieur Jean-Louis Fournier. Bonsoir Jean-Louis, merci d'être avec nous ce soir. Jean-Louis, homme habitué à la télévision, qui a notamment fait les Minutes Cyclopèdes, avec nul autre que Pierre Desproges. Et comme chaque semaine, nous allons y aller avec un thème difficile. Jean-Louis, je me tourne vers vous avec cette première question. Dans votre quotidien, comment vit-on en tant que père de 2 enfants handicapés? Eh bien, chère madame, en tant que père de 2 enfants handicapés, je tiens à dire une chose. J'aime pas le mot handicapé. C'est un mot anglais. Ça voudrait dire la main dans le chapeau. J'aime pas non plus le mot anormal, surtout quand il est collé à enfant. Qu'est-ce que ça veut dire normal? Comme il faut être, comme on devrait être. C'est-à-dire dans la moyenne, moyen. Moi, j'aime pas trop ceux qui sont dans la moyenne. Je préfère ceux qui sont pas dans la moyenne, ceux qui sont au-dessus, à la rigueur, en dessous. Mais en tout cas, pas comme tout le monde. Alors, je préfère l'expression pas comme les autres. Déjà parce que j'aime pas toujours les autres. Et puis ne pas être comme les autres, ça veut pas forcément dire être moins bien que les autres. Ça veut juste dire être différent des autres. Qu'est-ce que c'est un oiseau pas comme les autres? Peut-être un oiseau qui a le vertige. Mais peut-être aussi un oiseau qui sait siffler sans partition toutes les sonates pour flûte de Mozart. Qu'est-ce que c'est une vache pas comme les autres? Peut-être une vache qui s'est téléphoné. Einstein, Mozart, Michel-Ange, ils n'étaient pas comme les autres. Alors quand je parle de mes enfants, je dis qu'ils sont pas comme les autres. Ça laisse planer un doute.
encore une chose. Excusez-moi, encore une chose. Chose importante. Mes enfants me font rire, souvent, avec leurs bêtises. Faut pas priver les enfants handicapés du luxe de nous faire rire. Quand un enfant normal se barbouille en mangeant de la crème au chocolat, tout le monde rit. Si c'est un enfant handicapé, on ne rit pas. Celui-là, il fera jamais rire personne. Il verra jamais des visages qui rient en le regardant, ou alors quelques rires d'imbéciles qui se moquent. Non, il ne faut pas priver les handicapés, tous, en général, du luxe de nous faire rire. Merci. J'ai regardé l'émission qu'ils avaient enregistrée. On avait coupé au montage tout ce qui concernait le rire. La direction avait jugé que ça pouvait choquer les parents. Où on va, papa? On va... à Lourdes. Thomas s'est mis à rire, comme s'il comprenait. Ma grand-mère m'a convaincu d'aller à Lourdes avec mes 2 garçons. Elle a voulu me payer le voyage. Elle espère un miracle. C'est loin, Lourdes, hein. 12 heures de train avec 2 mioches qu'on ne peut pas raisonner. Ils seront plus sages au retour, a dit grand-maman. Elle n'a pas osé dire « après le miracle ». De toute façon, il n'y aura pas de miracle. Si les enfants handicapés sont une punition du ciel, comme on dit parfois, je vois mal la Sainte Vierge s'en mêler en faisant un miracle. Elle ne voudra pas intervenir dans une décision prise en haut lieu. Et puis, là-bas, dans la nuit, la foule, les processions, je risque de les perdre et de plus jamais les retrouver. Ce serait peut-être ça le miracle. Quand on est parent d'enfants handicapés, il faut supporter en plus d'entendre dire pas mal de bêtises. Il y a d'abord ceux qui disent « Je l'aurais étouffé à la naissance comme un chat ». Ils n'ont pas d'imagination. On voit bien qu'ils n'ont jamais étouffé un chat. D'abord, quand un enfant naît, à moins d'avoir une grave malformation physique, on ne sait pas forcément s'il est handicapé. Mes enfants, quand ils étaient bébés, étaient très proches des autres bébés. Comme eux, ils ne savaient pas manger tout seuls. Comme eux, ils ne savaient pas parler. Comme eux, ils ne savaient pas marcher. Ils souriaient parfois, surtout Thomas, Mathieu souriait moins. Quand on a un enfant handicapé, on ne le découvre pas toujours tout de suite. C'est comme une surprise. Il y a aussi ceux qui pensent qu'on ne l'a pas volé. Quelqu'un qui me voulait du bien m'a raconté l'histoire du jeune séminariste. Il était une fois un jeune séminariste. Il allait être ordonné prêtre, quand soudain, il a rencontré une jeune femme. Il en est tombé instantanément amoureux. Alors il a quitté le séminaire et ils se sont mariés. Eh bien, quand ils ont eu un enfant, il était handicapé. Bien fait pour eux. À l'inverse, il y a ceux qui disent « L'enfant handicapé est un cadeau du ciel ». Et ils ne le disent pas pour rire. Bon, ce sont rarement des gens qui ont des enfants handicapés. Quand on reçoit ce cadeau, on a envie de dire au ciel « Oh, fallait pas !» Enfin, il y a ceux qui disent que si on a des enfants handicapés, ce n'est pas par hasard. C'est à cause de ton père. Une nuit, au cours d'un rêve, j'ai rencontré mon père dans un bistrot. Je lui ai présenté mes enfants parce que il les a jamais connus, il est mort avant leur naissance. Hé papa, regarde. Qui c'est? Tes petits-enfants. Comment tu les trouves? Pas terrible. Ça, papa, c'est à cause de toi. Bah quoi, qu'est-ce que tu racontes? Bah tu sais bien, à cause du cognac quand les parents boivent. Il m'a tourné le dos et il a commandé un autre cognac. Les efforts sont actuellement faits pour permettre l'intégration des handicapés sur le marché du travail. Les entreprises qui les engagent ont droit à des avantages fiscaux et des abattements de charges. Quelle bonne initiative! Je connais, en province, un restaurant qui fait travailler de jeunes débiles légers pour le service. Ils sont touchants. Ils vous servent avec une bonne volonté infinie. Mais attention, évitez les plats en sauce, ou alors mettez un ciré.
peux pas m'empêcher d'imaginer Mathieu et Thomas sur le marché du travail. Mathieu, il n'arrive pas à se redresser, parce qu'il manque de tonus musculaire. Il est mou comme une poupée de chiffon. Mais il aime bien faire vroom-vroom avec sa bouche. Alors j'ai pensé qu'il pourrait faire garagiste. Mais garagiste allongé, ceux qui réparent le dessous des voitures. Ou alors, il pourrait faire chauffeur routier. Il traverserait l'Europe à fond la caisse, au volant d'un semi-remorque de plusieurs tonnes, avec le pare-brise couvert de nounours. Et puis Thomas, lui, il aime bien jouer avec des petits avions et les ranger dans des boîtes. Alors il pourrait faire aiguilleur du ciel. Il serait chargé de faire atterrir les 747. T'as pas honte de moquer tes enfants comme ça? Non, ça n'empêche pas les sentiments. Une année, à Noël, je suis chez le marchand de jouets. Il y a un vendeur qui veut absolument s'occuper de moi. Je lui ai rien demandé. Il fait comme ça. C'est pour des enfants de quel âge? J'ai pas réfléchi, j'ai répondu 11 et 9. Alors, pour Mathieu, le vendeur m'a proposé des jeux scientifiques. Il y avait un coffret qui permettait de monter soi-même un récepteur de radio, avec un fer à souder et plein de fils électriques. Et pour Thomas, il m'a proposé une carte de France en puzzle, avec les noms des départements et des villes à placer. À un moment, j'ai imaginé un poste de radio assemblé par Mathieu et une carte de France composée par Thomas, avec Brest en Auvergne, Marseille dans les Ardennes et Strasbourg au bord de la Méditerranée. Finalement... Ah non, il y avait encore un autre truc. Il y avait le petit chimiste, pour faire des expériences à domicile, des feux, des explosions de toutes les couleurs. Pourquoi pas le petit kamikaze et sa ceinture d'explosifs, pour régler définitivement le problème. Bon, finalement, j'ai fait comme chaque année. J'ai pris une boîte de cubes pour Mathieu et des petites voitures pour Thomas. Le vendeur n'a pas compris. Très bien. On va commencer. Ah, oui. La pièce maîtresse. Prête? Voilà, oui. Très bien. Alors on commence par le bassin. Ensuite, tu peux m'apporter les jambes. Jambes. Tout va bien? Oui, ça va. Deuxième jambe. Ensuite, on va placer le torse. Voilà, alors maintenant, tu peux m'apporter les bras et tu peux installer les pieds. Merci. Comme ça? C'est très bien. C'est ça? C'est très bien. Juste là. Bon. Parfait. Ok. Comme ça. Parfait. On finit avec la Ah, oui. Oublie pas la faute. Noël. Les enfants n'ont jamais cru au Père Noël, ni au petit Jésus. Bon, ils avaient de bonnes raisons. Ils lui ont jamais écrit pour lui demander quelque chose. Ils étaient bien placés pour savoir que le petit Jésus faisait pas de cadeaux. Ou alors, quand il en faisait, il valait mieux se méfier. On n'a pas eu à leur mentir. On n'a pas eu à se cacher pour aller leur offrir, pour aller leur acheter leur cube ou leur petite voiture. On n'a pas eu à faire semblant. On n'a jamais fait de crèche ni de sapin non plus. Il n'y a pas eu de bougies par peur des incendies. Il n'y a pas eu non plus de regard d'enfants émerveillés. Finalement, Noël, c'était un jour comme les autres.
Il n'était pas encore né, le divin enfant. Oui. Cette année, j'ai reçu comme carte de vœux, de la part d'amis à moi, une photo d'eux entourés de leurs enfants. Tout le monde a l'air heureux, toute la famille rit. Ce serait une photo très difficile à réaliser pour nous. D'abord, il faudrait faire rire les enfants sur commande. Et puis nous, les parents, on n'a pas toujours envie de rigoler. Et franchement, je vois mal les mots « bonne année » juste au-dessus des têtes hirsutes et cabossées de mes 2 petits mioches. Ça risque plus de ressembler à une couverture de harakiri qu'à une carte de vœux. Quand je regarde les rares photos que j'ai de Mathieu, je reconnais qu'il n'était pas très beau. On voyait bien qu'il était anormal. Nous, ses parents, on l'a pas vu. Pour nous, il était même beau. C'était le premier. De toute façon, on dit toujours un beau bébé. Un bébé n'a pas le droit d'être laid. En tout cas, on n'a pas le droit de le dire. Je comprends toujours pas pourquoi on félicite et on récompense les gens qui ont des beaux enfants, comme si c'était de leur faute. Pourquoi pas alors punir et mettre des amendes à ceux qui ont des enfants handicapés? J'ai une photo de Mathieu que j'aime bien. Je l'ai installé dans un petit fauteuil, il doit avoir 3 ans, et je l'ai mis dans une grande cheminée, au milieu des chenets et des cendres, là où on met le feu, quoi. À la place du diable, un angelot fragile sourit. Mathieu essaye de s'habiller tout seul. Bel effort. Il est en train d'enfiler son pull-over. Il y a un trou à son pull-over. Il a choisi la difficulté. Il s'est mis dans l'idée de l'enfiler en passant sa tête, non pas par le col, comme l'aurait fait tout enfant normalement constitué, mais par le trou. Ça n'est pas simple, le trou doit mesurer 5 cm. Ça dure longtemps. Il voit qu'on le regarde faire et qu'on commence à rire. Alors il en rajoute de plus en plus. Il ne se décourage pas. Il en rajoute d'autant qu'il nous voit rire de plus en plus. Après 10 bonnes minutes, il a réussi. Son visage radieux sort du pull par le trou. Le sketch était terminé. On a eu envie d'applaudir. Ouais. À un moment, nous avons eu une bonne pour s'occuper des enfants. Elle s'appelait Josée. Elle était rustique. On aurait dit une fermière. Elle était parfaite avec les enfants. Elle se comportait avec eux comme avec des enfants normaux, sans faiblesse, sans attendrissement excessif. Elle savait aussi les rudoyer quand il le fallait. Je pense qu'elle les aimait beaucoup. Quand ils faisaient des bêtises, je l'entendais leur dire « Mais vous avez de la paille dans la tête ?» C'est le seul diagnostic juste qui ait jamais été fait. Ils avaient de la paille dans la tête, certainement. Et les médecins l'avaient même pas vu. Un jour, je vois Josée en train de déboucher un évier avec une ventouse. Je lui dis « Je vais en acheter une deuxième. » Elle me répond « Pourquoi 2, monsieur? Une, ça suffit. » Enfin, Josée, enfin, vous savez que j'ai 2 enfants. Elle n'a pas compris. Alors j'ai continué mon gag. Quand on promène Mathieu et Thomas et qu'il faut leur faire traverser un ruisseau, il est pratique de se servir de la ventouse. On la fixe sur la tête des enfants. Il suffit de saisir le manche pour les soulever et leur permettre de passer au-dessus du ruisseau sans se mouiller les pieds. C'est plus pratique que de les prendre dans les bras. Elle était horrifiée. À partir de ce jour, la ventouse a disparu.
Une autre fois, j'étais rentré un peu plus tôt à la maison et José était allée se promener avec les enfants. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Et quand elle était rentrée, elle avait accroché au porte-manteau leur manteau qui était gonflé de pluie. Enfin, José, je sais qu'ils sont handicapés, mais c'est pas une raison pour les accrocher au porte-manteau. Cette fois-ci, elle s'est pas démontée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Ils étaient trempés, monsieur, je les laisse sécher un moment. » Quand mes enfants dorment, je les regarde. À quoi rêvent-ils? Font-ils des rêves comme les autres? Peut-être que la nuit, ils rêvent qu'ils sont intelligents. Peut-être que la nuit, ils prennent leur revanche. Ils font des rêves de surdoués. Peut-être que la nuit, ils sont polytechniciens, savants, chercheurs, et qui trouvent. Peut-être que la nuit, ils découvrent des lois, des principes, des postulats, des théorèmes. Peut-être que la nuit, ils font des calculs savants qui n'en finissent pas. Peut-être que la nuit, ils parlent grec et latin. Dès que le jour se lève, pour que personne se doute de rien, et pour avoir la paix, ils reprennent l'apparence d'enfants handicapés. Pour pas être obligés de répondre, ils font semblant de ne pas savoir parler. Faut les comprendre. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école, d'apprendre des leçons, de faire des devoirs. Ils sont obligés d'être sérieux toute la nuit. Alors dans la journée, pour se détendre, ils font des bêtises. J'ai fait une folie. Je viens de m'acheter une Bentley. Une ancienne. Une Mark 6. 22 chevaux, 20 litres au 100. Elle est bleu marine et noire. Intérieur en cuir rouge. Tableau de bord en ronce de tuyat. Avec plein de petits cadrans en rond. Et des voyants lumineux taillés comme des pierres précieuses. Et elle est belle comme un carrosse. Quand elle s'arrête, on s'attend à voir descendre la reine d'Angleterre. Je l'utilise pour aller chercher Mathieu et Thomas à leur institut médico-pédagogique. Je les installe sur la banquette arrière, comme des princes. Thomas a des petites lunettes rouges. Elles lui vont très bien. Avec sa salopette, il a l'air d'un étudiant américain, il est charmant. Maintenant, avec ses lunettes, tout ce qu'il regarde est net. Snoopy, ses dessins. Un moment, j'ai eu l'incroyable naïveté de penser qu'il allait pouvoir enfin lire. J'allais lui acheter d'abord des bandes dessinées, et puis des romans de la Bibliothèque verte. Jules Verne, Alexandre Dumas, Le Grand Monde, et pourquoi pas après Proust. Un jour, j'ai eu une grande émotion. Je suis entré dans la salle, et il tenait un livre. Je me suis approché. Il le tenait à l'envers.
Non. Il pourra jamais lire. Même si les lettres sur les pages sont devenues nettes, ça restera toujours flou dans sa tête. Je suis très fier de ma voiture. Tout le monde la regarde avec respect. Les gens essayent de distinguer à l'arrière un passager célèbre. S'ils voyaient ce qu'il y a derrière, ils seraient déçus. À la place de la reine d'Angleterre, il y a 2 petits mioches cabossés qui bavent, dont le surdoué répète sans arrêt « Où on va, papa? Où on va, papa ?» Ils ont grandi. Un jour, ils vont avoir de la barbe. On va devoir les raser. Je les ai imaginés un moment avec du barbe. J'ai pensé que j'allais leur offrir à chacun un grand rasoir coupe-chou. On les enfermerait dans la salle de bain et on les laisserait se débrouiller avec leur rasoir. Quand on n'entendrait plus rien, on irait avec une serpillière nettoyer la salle de bain. J'ai raconté ça à ma femme pour la faire rire. C'est l'automne. Je traverse la forêt dans ma Bentley. Le paysage est d'une beauté indicible. La forêt est incendiée de couleurs. C'est beau comme un bateau. Je peux même pas leur dire « Hé les enfants, regardez comme c'est beau !» Ils s'en foutent. Ils regardent pas le paysage. On ne pourra jamais rien admirer ensemble. Ils connaîtront jamais Watteau. Ils iront jamais au musée. Ils ne connaîtront pas Bach, Schubert, Brahms, Chopin. Ils ne connaîtront pas la chair de poule que donne un adagio de Mozart, l'énergie qu'apportent les rugissements de Beethoven et les ruades de Liszt, Wagner qui vous donne envie de vous lever pour aller envahir la Pologne. De ces grandes joies qui aident l'humanité à vivre, ils vont être privés aussi. Il leur reste les frites. Ils adorent les frites. Surtout Thomas. Il dit les fites. Quand je suis en voiture avec mes enfants, il me vient parfois dans la tête de drôles d'idées. Je vais aller acheter 2 bouteilles. Une de but à gaz et une de whisky. Je les viderai toutes les 2. Parfois, je me dis que si j'avais un grave accident de voiture, ce serait peut-être mieux. Surtout pour ma femme. Je suis de plus en plus impossible à vivre. Et les enfants qui grandissent sont de plus en plus compliqués. Le soir, pour les mettre au lit avec leur corset en métal, il faut une clé à molette. Alors je ferme les yeux. Et j'accélère en les gardant fermés le plus longtemps possible. J'oublierai jamais notre 3e rencontre avec le professeur Fontaine. Ma femme a été enceinte une 3e fois. On avait envisagé un avortement. Voilà ce que le professeur nous a répondu. Oui, Fournier, oui. Oui, là je peux dire, je vais parler un peu brutalement. Oui, vous êtes dans la situation dramatique là. Vous avez déjà 2 enfants handicap. Maintenant, si vous avez un enfant handicap en plus, oui, ça ne change pas beaucoup la situation. Mais maintenant, si vous avez, imaginez, si vous avez une enfant normale, oui, ça change tout. Ouais. Là, vous ne restez pas seulement dans l'échec. Là, c'est la chance pour la vie. Notre chance, c'est appelée Marie.
Elle était normale et très jolie. Bon, faut dire qu'on avait fait 2 brouillons avant. 2 jours après la naissance, le professeur Fontaine est venu. Il a examiné notre fille. Il a ausculté longuement son pied et puis tout haut, il a dit... On dirait qu'elle a un pied mal formé. Ah non, je me suis trompé. Il avait certainement dit ça pour rire. Enfin, Marie, c'est une autre histoire. La mère de mes enfants en a eu marre. Elle m'a quitté. Je l'ai poussée à bout. Elle est partie rire ailleurs. Bien fait pour moi. Je ne l'ai pas volée. Je me retrouve seul, paumé. J'aimerais bien retrouver une belle jeunesse. J'imagine mon annonce matrimoniale. Adolescent, 40 ans, 3 enfants, dont 2 handicapés. Cherche jeune femme cultivée, jolie, sens de l'humour. Il va lui en falloir beaucoup, surtout du noir. Bon, évidemment, j'ai bien rencontré quelques mignonnes un peu sottes, mais je me suis gardé de leur parler de mes enfants, sinon elles se seraient sauvées en courant. Et puis un jour, il était une fois une femme charmante, très cultivée, avec un sacré sens de l'humour. Elle s'est intéressée à moi et à mes 2 petits oiseaux déplumés. On a eu de la chance, elle est restée. Grâce à elle, Thomas a appris à ouvrir et fermer une fermeture éclair. Oui, pas longtemps, hein. Le lendemain il avait déjà oublié. Mais voilà, avec mes enfants, on s'ennuie pas, rien se démode, tout est toujours nouveau. Mes petits oiseaux. Je suis bien triste de penser que vous ne connaîtrez jamais ce qui pour moi a fait les plus grands moments de ma vie. Ces moments où le monde se réduit à une seule personne, où on tremble quand on entend ses pas, qu'on entend sa voix, qu'on défaille quand on la voit, qu'on a peur de la casser à force de la serrer, qu'on s'embrase quand on l'embrasse, et que le monde autour de nous devient flou. Vous ne connaîtrez jamais ce délicieux frisson qui vous parcourt des pieds à la tête, fait en vous un grand chambardement, pire qu'un déménagement, une électrocution, une exécution. Vous chamboule, vous tourne boule et vous entraîne dans un tourbillon qui fait perdre la boule et donne la chair de poule. Vous remue tout l'intérieur, vous hérisse le poil, vous donne chaud à la gueule, vous fait rougir, vous fait rugir, vous fait bégayer, vous fait dire n'importe quoi, vous fait rire et aussi pleurer. Parce que hélas, mes petits oiseaux, avec toute la paille que vous avez dans la tête, vous ne saurez jamais conjuguer à la première personne du singulier de l'indicatif présent le verbe du premier groupe. Aimer. Bienvenue à notre cabaret du dimanche soir. Allez les enfants, on tape dans ses mains. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Applaudissez Chantal et son piano. Comme tu veux, ma chérie. Ah oui, ouais, c'est bien.
cabaret du ridicule. Ce soir vous faites l'homme fort et moi je joue la funambule. L'homme fort, sachez, doit d'abord avoir l'air de faire un grand effort en silence. Il danse tout seul avec la mort. Nous sommes d'ici, nous sommes gentils, bien sûr. Nous sommes plus forts que la nature. Nous annoncions, rayonnant d'optimisme, d'amour, qu'on a tout vu, et on rit encore. Et cependant, je continue, moi, à risquer ce qui bouge dans mon ventre. Vous êtes si stoïque et moi si imprudente. C'est si burlesque, si pittoresque, l'homme fort est là, jeune funambule jouant à la cachette dans un hôtel qui brûle. Nous sommes d'ici, nous sommes gentils, bien sûr. Nous sommes plus forts que la nature. Nous annoncions, rayonnant d'optimisme et d'amour, qu'on a tout vu, et on rit encore. Nous sommes d'ici, nous sommes gentils, bien sûr. Nous sommes plus forts que la nature. Nous annoncions, rayonnant d'optimisme et d'amour, qu'on a tout vu, et on rit encore, et on rit encore, et on rit encore, et on rit encore. Quand on me demande un don pour les enfants handicapés dans la rue, je refuse. J'ose pas dire que j'ai 2 enfants handicapés, hein, on va croire que je blague. Alors, l'air dégagé et souriant, je m'offre le luxe de dire « Les enfants handicapés, j'ai déjà donné. » Où on va, papa? On va à l'hôpital. Mathieu est de plus en plus voûté. Les kinés, le corset en métal, rien n'y fait. À 15 ans, il a la silhouette d'un vieux paysan qui a passé sa vie à bêcher la terre. Quand on le promène, il voit que ses pieds. Il peut même plus voir le ciel. Un moment, j'ai imaginé fixer au bout de ses chaussures des petits miroirs, comme des rétroviseurs qui lui reflèteraient le ciel. Sa scoliose a augmenté. Elle va provoquer des ennuis respiratoires. Là, comme ça. Des ailes. Nous devons tenter une opération, docteur. Vous êtes prête? On va le mettre en procubitus à 3. 1, 2, 3. Doucement. Vous êtes prête pour l'anesthésie? Oui, tout à fait. L'opération est tentée.
Il est totalement redressé. Trois jours plus tard, il meurt droit. L'heure du décès, 17h46. Finalement, l'opération qui devait lui permettre de voir le ciel a réussi. Pas croire que la mort d'un enfant handicapé est moins triste. Elle est aussi triste que la mort d'un enfant normal. Elle est terrible, la mort de celui qui n'a jamais été heureux. Celui qui est venu faire un petit tour sur Terre seulement pour souffrir. De celui-là, on a du mal à garder le souvenir d'un sourire. Mon petit garçon est mignon. Il rit toujours. Il a des petits yeux noirs et brillants. J'ai souvent peur de le perdre. Il mesure 2 cm de haut. Pourtant, il a 10 ans. Quand il est né, on a été surpris, un peu inquiet. Le médecin nous a tout de suite rassurés. Il a dit « C'est un petit retard. Ne vous en faites pas, patientez, il va grandir. » On patiente, on s'impatiente. On ne le voit pas grandir. L'entaille qu'on a faite dans la plainte pour marquer sa taille quand il avait 1 an est toujours valable 10 ans plus tard. Il est très farceur. Il adore se cacher et il ne répond pas quand on l'appelle. On passe son temps à le chercher. Il faut vider toutes les poches des vêtements, ouvrir tous les tiroirs, vider toutes les boîtes. La dernière fois, il s'était caché dans une boîte d'allumettes. Un jour, on l'a perdu. J'ai passé la nuit à soulever les feuilles mortes une à une. C'était l'automne. C'était un rêve.
Les pères, en général, s'intéressent aux enfants quand ils sont plus grands, quand ils sont curieux, quand ils commencent à poser des questions. J'ai attendu vainement ce moment-là. Il n'y a jamais eu qu'une seule question. Où on va, papa? Pourtant, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est de répondre à sa curiosité, lui donner le goût des belles choses. J'aurais bien aimé que mes enfants soient fiers de moi, qu'ils disent à leurs camarades, mon père, il est mieux que le tien. Peut-être que si les enfants ont besoin d'être fiers de leur père, les pères, pour se rassurer, ont besoin de l'admiration de leurs enfants. On a craint un moment que Thomas souffre de la disparition de son frère. Au début, il l'a cherché. Il ouvrait les armoires, les tiroirs, mais pas longtemps. Ses activités diverses ont vite repris le dessus. Snoopy, les dessins. Thomas adore dessiner et peindre. Il est plutôt tendance abstrait. Il n'a jamais eu son époque figurative, il est passé directement à l'abstrait. Il produit beaucoup, il ne retouche jamais après. Il fait des séries qu'il intitule toujours de la même façon. Il y a les dessins pour papa, les dessins pour maman et les dessins pour Marie, ma sœur. Son style n'évolue pas beaucoup. Il reste proche de Pollock. Sa palette est vive. Les formats restent identiques. Emporté par son élan, il déborde souvent de son papier et continue son œuvre à même la table. Quand il a terminé un dessin, il le donne. Quand on lui dit que c'est beau, il a l'air content. Thomas parle à sa main. Il l'appelle Martine. Il a avec Martine de longues conversations. Elle doit lui répondre, mais il est le seul à l'entendre. Il prend une petite voix. Il prend une petite voix pour lui dire des choses gentilles. Mais quelquefois, le ton monte entre eux. Martine a dû dire quelque chose qui ne lui a pas plu. Il prend alors une grosse voix et il l'engueule. Peut-être qu'il lui reproche de ne pas savoir faire grand-chose. Il faut reconnaître que Martine n'est pas très habile. Elle n'aide pas beaucoup dans la vie quotidienne pour s'habiller, pour manger. Elle n'est pas précise. Elle renverse quand il boit. Elle ne sait pas boutonner sa chemise. Elle ne sait pas lasser ses souliers. Elle tremble. Elle est tout juste bonne à faire des dessins abstraits. Peut-être alors que Martine lui répond que c'est pas de sa faute, qu'elle attend les ordres, que c'est pas à elle de prendre les initiatives. Elle, c'est qu'une main. Dans l'atelier de l'Institut où les enfants font des dessins et des bricolages, il y a une colombe blanche, bien vivante, hein, pas empaillée. Quand la colombe blanche vole dans la pièce, certains enfants émerveillés battent des mains. Parfois, elle laisse tomber une petite plume blanche qui descend en zigzagant et qu'un enfant suit du regard. Il règne dans l'atelier une sorte de paix, peut-être à cause de la colombe. Il arrive que la colombe se pose sur une table, ou encore mieux sur l'épaule d'un enfant. Certains en ont peur et hurlent de terreur. Mais la colombe est de bonne composition. Thomas, lui, il la poursuit en l'appelant Petite Poule. Il aimerait l'attraper, peut-être pour la plumer. Le monde des animaux et des hommes a rarement été en telle harmonie. Entre cervelle d'oiseau, le courant passe. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Thomas, tu me reconnais, c'est papa. Bonjour. Voilà, ça va Thomas? Ça va, tu me reconnais? Je m'installe avec vous, hein? Voilà. Alors mon grand. Salut. Ça va bien? Tu fais des beaux dessins? C'est un dessin pour papa?
Un dessin pour maman, un dessin pour Marie, ta sœur. Vous voulez que je... Ça, voilà. Comment ça va, Thomas? T'as mangé des frites aujourd'hui? T'aimes toujours les frites, non? Voilà. Et Martine, comment elle va, Martine? Oh, cette Oh, oh là. Il a grandi, oui. Voilà, voilà. Bien. Merci, merci. Voilà, Thomas. Je t'ai apporté un cadeau. C'est de la musique qu'un monsieur a écrit il y a très longtemps pour un autre monsieur qui était très agité. Voilà. Si seulement Bach pouvait remplacer Prozac. Thomas a 18 ans. Il va pas très bien. Il est nerveux malgré les calmants. Il a parfois des crises où il devient très violent. Il parle plus beaucoup, mais il parle toujours à sa main. Il se déplace difficilement. Il dessine plus. Il est moins gai qu'avant. Il demande plus où on va, papa. Peut-être qu'il est bien là où il est. Ou alors il a plus envie d'aller nulle part. Dans son institut, il y a des adultes qui ressemblent à des vieux enfants. Le plus âgé fume la pipe et tire la langue aux éducateurs. Parfois on entend un cri, puis le silence, juste le bruit des pantoufles dans les couloirs. Quand on va là-bas, il faut enjamber quelques pensionnaires allongés par terre au milieu de la pièce. Ils ont les yeux au ciel, ils rêvent. Parfois ils rient aux anges. C'est pas triste, c'est étrange. Parfois c'est même très beau. Les gestes lents de certains font penser à une chorégraphie de danse contemporaine ou de théâtre kabuki. Il y en a un qui fait devant son visage des contorsions avec ses bras, on dirait un autoportrait d'Egon Schiele. À une table, il y a un pensionnaire, le crâne dégarni, les cheveux gris. Il a l'air d'un notaire, on l'imaginerait en costume 3 pièces, comme ça, il est très élégant, sauf qu'il a un bavoir et qu'il répète sans arrêt « caca, caca, caca ». Ici, tout est permis, toutes les excentricités, toutes les folies. On n'est pas jugé. Ici, quand on est sérieux et qu'on se comporte normalement, on est presque gêné. On a l'impression de ne pas être comme les autres et d'être un peu ridicule. Quand je vais là-bas, j'ai envie de faire comme eux. Des bêtises. Ils ont quel âge maintenant, mes enfants? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Les enfants n'ont pas d'âge. Ils n'ont jamais eu d'âge. Thomas, c'est pas qu'il est vieux. Personne ne lui a dit. Et puis, quand on a eu toute sa vie des enfants qui jouent avec des cubes et qui mâchouillent leurs vieux nounours, on reste toujours jeune. On ne sait plus très bien où on en est. Je ne sais plus bien qui je suis. Je ne sais plus bien où j'en suis. Je ne sais plus mon âge. Je crois toujours avoir 30 ans et je me moque de tout. J'ai l'impression d'être embarqué dans une grande farce. Je ne suis pas sérieux. Je ne prends rien au sérieux. Je continue à dire des bêtises et à en écrire. Ma route se termine en impasse. Ma vie finit en cul-de-sac. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir me reproduire? De l'orgueil? J'étais tellement fier de moi que je voulais laisser sur terre des petits moi. Je voulais pas mourir entièrement. Je voulais laisser des traces pour qu'on puisse me suivre à la trace. Alors, parfois j'ai l'impression d'avoir laissé des traces, mais celles qu'on laisse sur un parquet ciré avec des chaussures pleines de terre et qu'on se fait engueuler. Cher Mathieu, cher Thomas, j'espère quand même que toutes vos petites joies, mises bout à bout, auront rendu le séjour supportable. Snoopy, un bain tiède, la caresse d'un chat, un
rayon de soleil, un ballon, une promenade au supermarché, les sourires des gens, les petites voitures, les frites. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais conduit au musée. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais emmené dans les grands restaurants. Si vous étiez comme les autres, on serait montés ensemble dans les clochers des cathédrales gothiques. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais emmené au cinéma. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais offert des disques de musique classique. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais offert plein de livres. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais conduit au bal avec vos fiancés dans ma vieille décapotable. Si vous étiez comme les autres, on aurait fait une grande fête pour votre mariage. Si vous étiez comme les autres, j'aurais eu des petits-enfants. Si vous étiez comme les autres, j'aurais peut-être eu moins peur de l'avenir. Mais si vous étiez comme les autres, vous auriez été comme tout le monde. Peut-être que vous auriez rien foutu en classe. Vous seriez devenu délinquant. Vous auriez trafiqué le pot d'échappement de votre scooter pour faire plus de bruit. Vous auriez aimé Jean-Michel Jarre. Vous auriez été chômeur. Vous vous seriez marié avec une conne. Vous auriez divorcé. Et peut-être que vous auriez eu des enfants handicapés. On l'a échappé belle.